Le matin, les rues parisiennes ressemblaient à un véritable catalogue de l'honneur. Le col et le décolleté permettaient de comprendre quelle était votre valeur pour l'État. La largeur de la dentelle, la hauteur du col montant, la profondeur du décolleté, la longueur de la traîne, le nombre de plumes sur le chapeau. Tout cela avait depuis longtemps cessé d'être une simple question de goût. C'était devenu un document attestant du statut social. Sur le papier, on parlait de modestie et de décence vestimentaire, mais en réalité, des adultes parcouraient la ville avec des maîtres, des carnets et le pouvoir de transformer un centimètre de velours en trop en amende. L'honneur sur le col, le portefeuille sur le décolleté. Telle était l'anatomie quotidienne du pouvoir sous Valois. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de votre attention. Écrivez-moi d'où vous regardez cette histoire et quels sont les sujets liés au contrôle de l'apparence et des vêtements qui vous semblent les plus inquiétants et manifestement injustes. Je vous souhaite une écoute sereine, mais attentive. Voyons maintenant comment, derrière les discours sur la lutte contre le luxe et la débauche, se cachaient des objectifs tout autres. Le contrôle du statut social, de l'argent et de ceux qui gagnaient leur vie grâce aux tissus et aux ciseaux. Dans les ordonnances françaises de la fin de la dynastie des Valois, les vêtements deviennent non seulement une habitude, mais aussi une catégorie juridique. Les listes approuvées au nom du roi prescrivaient qui était autorisé à porter de l'or sur ces tissus, qui avait droit à une certaine largeur de bordure en fourrure, quelles plumes et quelles pierres pouvaient être revendiquées par un adulte d'une classe sociale donnée. Certaines dispositions interdisaient purement et simplement aux simples bourgeois de porter des bas de soie ou des capes de velours. D'autres limitaient la longueur des traînes des femmes, la profondeur des décolletés, le nombre de fentes sur les manches. Sur le papier, on parlait de modération, de dignité et de prévention de l'excès. Mais à côté, dans les registres des amendes, on trouvait des chiffres tout à fait différents. Les sommes que les bourgeois et la petite noblesse payaient pour avoir le droit d'enfreindre ou de contourner ce système. Dans ces mêmes documents apparaît la figure de l'inspecteur. Il ne s'agit pas d'un gardien des mœurs imaginaires, mais d'un homme adulte ayant le pouvoir d'arrêter quelqu'un dans la rue, de mesurer la longueur d'une manche, d'estimer à l'œil le coût du tissu et de consigner l'infraction. Son pouvoir repose sur l'ambiguïté. Les lois sont rédigées en termes généraux, et c'est à lui de les appliquer. Une rangée de boutons en trop, une bande de fourrure superflue, un décolleté trop audacieux à son goût, et votre nom peut déjà être inscrit sur la liste des débiteurs. Pour les personnes qui vivent de leur métier, cela signifie un risque permanent. Une commande qui satisfait le client peut se transformer le jour même en une amende. Selon la légende, les lois somptuaires devaient freiner la débauche et le luxe. Le mythe raconte
que les rois auraient tenté de protéger les mœurs de leurs sujets contre la tentation des vêtements spectaculaires, de prendre soin des pauvres, qui ne devaient pas être irrités par les excès des riches. Mais si l'on examine de plus près les textes des ordonnances et la comptabilité des amendes, on obtient une image différente. Les interdictions tracent clairement la frontière entre ceux qui ont le droit d'avoir une apparence supérieure et ceux qui doivent rester visuellement modestes. Les vêtements deviennent un passeport social visible, et quiconque tente de falsifier ce passeport à l'aide de tissus est passible de sanctions. Sous Valois, cela est particulièrement visible dans les villes, où la classe des riches bourgeois est en pleine expansion. Ils peuvent s'offrir de la soie, de la fourrure et de la dentelle coûteuse selon leur bourse, mais pas toujours selon la loi. Les listes des contrevenants montrent des marchands adultes, des artisans, des notaires et leurs épouses, condamnés à une amende pour s'être habillés comme des personnes de rang supérieur. La formule ressemble à une condamnation morale, mais elle traduit en réalité l'inquiétude de l'ancienne noblesse. Si toute personne qui s'est enrichie peut ressembler à un noble, le système visuel de distinction cesse de fonctionner. Les ordonnances deviennent une tentative de consolider la distance entre ceux qui sont nés dans une certaine classe sociale et ceux qui s'en sont rapprochés grâce à leur argent. À la cour, cependant, les choses sont encore plus cyniques. Ceux qui fournissent la maison royale en tissu, fourrure, dentelle et plumes comprennent parfaitement la valeur de chaque lettre des ordonnances. Les fournisseurs de la cour et les tailleurs de la cour ont intérêt à ce qu'une partie du luxe ne soit accessible que par leur intermédiaire. Si l'ordonnance interdit un certain type de finition à tous, sauf à ceux qui ont une autorisation royale explicite, cela signifie que quiconque souhaite se démarquer est obligé de chercher à obtenir cette autorisation par l'intermédiaire de ceux qui sont plus proches du trône. Les discours sur la modestie deviennent un instrument de monopole. Certains tissus, certaines coupes et certains ornements deviennent un privilège qui peut être accordé ou retiré. Cela se voit également dans les conflits internes au sein des corporations artisanales. Les tailleurs, chapeliers, brodeuses et coiffeurs vivent sous une double pression. Le client exige la mode, une longue traîne, un col haut, une coiffure complexe avec des ornements. La loi exige la modération. Si l'artisan exécute trop littéralement le souhait du client, il risque une amende, voire une interdiction temporaire de travailler. S'il est trop prudent, il perdra le client, qui ira chez un artisan plus audacieux. Les archives des tribunaux municipaux font état de plaintes d'artisans contre l'interprétation arbitraire des ordonnances par les inspecteurs. Un même modèle est jugé acceptable par un inspecteur et constitue un motif de sanction par un autre. La situation est particulièrement difficile
pour ceux qui travaillent directement avec le corps, comme les barbiers et les coiffeurs. Les normes vestimentaires concernent non seulement les tissus, mais aussi les cheveux, les barbes et les coiffes. La profondeur du décolleté, la hauteur de la coiffure, la longueur des boucles. Tous ces éléments peuvent être considérés comme des ornements inappropriés. Lorsque l'inspecteur entre dans le salon, chaque client adulte et chaque coiffeur prennent un risque. Dans certains cas, c'est le client qui est sanctionné. Dans d'autres, c'est le coiffeur qui a contribué à l'infraction. En conséquence, ce sont précisément ceux qui gagnent leur vie grâce à cette apparence contrôlée qui se retrouvent les plus dépendants des personnes armées d'un maître. Sous le vernis des discours sur l'humilité se cache un système tout à fait matériel. Les montants perçus auprès des contrevenants sont soigneusement consignés dans des registres d'amende. Cet argent est versé à la caisse municipale pour la rémunération des fonctionnaires et l'apport de ceux qui participent au contrôle. Plus la notion de excès est interprétée de manière flexible, plus il y a de raisons d'infliger des amendes. C'est pourquoi, dans la pratique, les lois censées freiner le luxe deviennent une source de revenus permanents pour le fisc. Pour un adulte qui s'est un jour permis un élément superflu dans sa tenue vestimentaire peut payer pendant des années pour avoir tenté de s'élever visuellement au-dessus de son rang dans la hiérarchie sociale. Le mythe de la lutte contre la débauche repose sur des sermons et des textes moralisateurs. Dans ces derniers, les vêtements sont toujours associés à la morale. Un décolleté trop plongeant mènerait à la débauche, un tissu trop riche à l'orgueil, une couleur trop vive à un trouble de l'ordre public. Mais dans les documents qui recensent le nombre de fois où une femme a été arrêtée pour la largeur de ses manches, ou un homme pour une fourrure interdite sur son col, une autre logique se fait jour. Ce n'est pas tant la pureté intérieure supposée qui importe ici que la conformité extérieure à la classe sociale. Une personne peut mener une vie tranquille et stricte et être néanmoins condamnée à une amende pour une dentelle qu'elle a pu s'offrir, mais qui n'était pas à la hauteur de son rang. Les sujets eux-mêmes apprennent rapidement cette ambiguïté. Une culture parallèle de contournement des normes somptuaires apparaît dans les villes. Certains commandent des vêtements dans des tissus interdits, mais les teignent dans des tons moins voyants. D'autres cachent leurs bijoux coûteux sous des capes, ne les dévoilant que dans des lieux sûrs. D'autres s'arrangent avec un inspecteur particulier qui ferme les yeux sur certains détails en échange d'une rémunération officieuse. Ainsi, la modestie vestimentaire ne se traduit pas par une véritable suppression du luxe, mais par un marché de petits privilèges et d'exceptions partielles, où chaque adulte s'achète un peu plus de droit à la visibilité. Dans ce contexte, les protestations des artisans semblent être une tentative de protéger non pas tant la morale que l'autonomie professionnelle. Les tailleurs et les coiffeurs se plaignent que les lois sont rédigées
par des personnes éloignées de la pratique et appliquées par celles qui comprennent mal la technologie. Il souligne que la valeur réelle des vêtements n'est pas déterminée par la largeur du col, mais par la qualité du tissu et du travail, et que les mesures somptuaires nuisent au savoir-faire plutôt qu'à l'extravagance. Mais leurs voix parviennent rarement jusqu'à ceux qui rédigent les ordonnances. Ceux-ci ne s'intéressent pas au travail réel, mais aux symboles. Ils veillent à ce que chaque corps adulte soit revêtu d'un signe de statut strictement défini. C'est précisément dans ce système que le fossé entre le mythe et le document devient évident. Le mythe veut que les Valois aient tenté de mettre fin à la débauche et aux excès à l'aide de lois sur l'habillement. Les documents montrent un travail systématique visant à consolider les frontières entre les classes sociales, à organiser un flux constant d'amendes et à maintenir les privilèges de ceux qui décident qui est autorisé à porter certains signes de luxe. La modestie vestimentaire n'est pas une question de vertu, mais de contrôle. Contrôle du corps, du portefeuille, de la visibilité dans la foule urbaine. Et plus le col est soigneusement cousu, plus on voit clairement quelles mains tiennent l'aiguille. À la cour, les ordonnances somptuaires n'ont jamais été motivées par la seule morale. Autour de Valois existait un cercle dense de fournisseurs, de fonctionnaires et d'artisans de la cour qui comprenaient que toute norme vestimentaire pouvait se transformer en filtre pour l'argent. Les interdictions sur certains tissus et certaines finitions garantissaient les commandes les plus coûteuses à ceux qui avaient déjà accès à l'économie royale. Les formules de modestie et de ordre masquaient une tâche simple: empêcher les riches citadins et les nobles de province de se rapprocher visuellement de l'ancienne noblesse et de donner leur argent à d'autres marchands. Les ordonnances étaient publiées en série, complétées et confondues. Un document limitait la longueur de la traîne pour les femmes adultes d'une certaine origine. Un autre interdisait les finitions pour ceux qui n'appartenaient pas à la haute société. Un troisième rappelait l'inadmissibilité des décolletés trop décolletés. En conséquence, les inspecteurs dans les villes avaient presque carte blanche. Les magistrats municipaux percevaient les amendes et faisaient preuve de zèle envers la couronne, mais ce sont ceux qui vivaient de leur métier qui en faisaient les frais. Tailleurs, teinturiers, marchands de tissus. Chaque style trop audacieux devenait un risque de perdre non seulement de l'argent, mais aussi des clients. Les tailleurs et les coiffeurs se sont retrouvés en conflit direct avec ce système. Leurs revenus dépendaient du désir de leurs clients de se démarquer, mais tout détail visible pouvait être considéré comme une infraction. Les registres des ateliers font état de plaintes selon lesquelles les inspecteurs mesurent à l'œil nu. Un inspecteur juge une manche convenable. Un autre inflige une amende pour le même
modèle. Les artisans étaient punis en même temps que leurs clients et le métier a progressivement appris à cacher le luxe dans les détails. Éléments amovibles, décorations pouvant être retirées avant de sortir, coiffures pouvant être rapidement simplifiées si nécessaire. Officiellement, la loi exigeait la modestie, obligeant dans la pratique un adulte à vivre dans un calcul constant. À quel point chaque centimètre de tissu était dangereux. La rhétorique religieuse renforçait la pression. Les prédicateurs associaient les robes somptueuses, les coiffures hautes et les décolletés non seulement à l'orgueil, mais aussi à une menace pour l'ordre public lui-même. Dans un contexte de guerre, d'épidémie et d'impôts, il était commode d'affirmer que les malheurs venaient des excès des sujets. Mais les listes d'amendes montrent autre chose. Ce sont avant tout ceux qui ont dépassé les limites de leur statut qui sont punis, et non ceux qui défient réellement la modestie. Le col, la traîne et la quantité de bijoux deviennent une mesure de la classe sociale. La débauche ne signifie pas l'abandon de la chasteté, mais la tentative d'un riche citadin de ressembler à un noble. Plus les plaintes contre l'arbitraire des inspecteurs et la corruption s'accumulaient, plus les autorités étaient obligées de mettre de l'ordre, au moins dans le système de contrôle lui-même. Les nouvelles ordonnances tentent de fixer des amendes fixes, de préciser qui a le droit de mesurer les vêtements et comment faire appel en cas de zèle excessif de l'inspecteur. Cela ne supprime pas l'objectif, maintenir un ordre hiérarchique visible à travers le costume, mais transforme l'honneur du col en un mécanisme plus formalisé. La modestie continue d'être mesurée par le tissu et l'encolure, mais au lieu d'un pur arbitraire, on utilise de plus en plus souvent des normes et des appels pour que les coudes soient moins visibles et que le contrôle du statut et de l'argent reste entre les mêmes mains. Le contrôle des vêtements est devenu une source constante de conflits entre l'économie réelle et la morale de la cour. Les fournisseurs de tissus et de fourrures comprenaient que chaque nouvelle interdiction créait une demande artificielle. Si les roturiers n'avaient pas le droit de porter une certaine couleur ou un certain type de finition, cela signifiait que tout le commerce de ces produits était réservé à ceux qui pouvaient officiellement se les permettre. C'est pourquoi des marchés d'influence invisibles se sont formés autour des ordonnances royales. Certains artisans obtenaient des dérogations pour leurs produits, d'autres soudoyaient des fonctionnaires afin d'assouplir les restrictions sur les tissus provenant de certaines régions. Parallèlement, l'irritation grandissait parmi les corporations urbaines. Les tailleurs se plaignaient ouvertement qu'on leur demandait l'impossible. Coudre une robe qui donne à la cliente une allure digne, mais pas trop chère. Ne pas enfreindre les normes qui changent chaque année. Éviter que l'inspecteur ne juge leur travail trop courtisan
pour la classe moyenne. Par crainte des amendes, les artisans réduisaient leur gamme de produits, perdaient des clients, essayaient de lire les ordonnances comme on lit les textes judiciaires, en repérant les ambiguïtés pour ne pas se tromper. Bien que sur le papier, les lois visaient à lutter contre l'orgueil, les procès-verbaux des magistrats municipaux montrent autre chose. La plupart des sanctions concernaient ceux qui tentaient de gravir l'échelle sociale. Les artisans riches étaient condamnés à des amendes pour avoir porté des fourrures. Les veuves de marchands pour avoir porté des manches trop longues. Les filles adultes de marchands pour avoir porté des bijoux qui étaient tout à fait acceptables dans un autre quartier. La débauche dont parlaient les prédicateurs signifiait le plus souvent simplement qu'une personne ne s'habillait pas selon son rang. Mais c'est précisément autour de ces amendes qu'une économie distincte s'est développée. Les inspecteurs recevaient une part des amendes. Les corporations étaient menacées de perdre leurs privilèges et les fonctionnaires avaient la possibilité d'intervenir dans des litiges privés. Les vêtements n'étaient plus le reflet du goût, mais un document d'appartenance. Chaque col, chaque broche, chaque couche de tissu transformait le corps d'un adulte en passeport social. Et plus la tension entre les citadins et les autorités de contrôle augmentait, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas de moralité, mais de préserver l'ancienne hiérarchie, qui n'était plus mesurée par l'épée et la parenté, mais par la longueur de la traîne et le prix de la fourrure. Les citadins ont tenté de résister discrètement. Certains commandaient des robes doubles, dont la couche supérieure pouvait être facilement retirée à l'arrivée de l'inspecteur. D'autres lançaient la mode des tissus plus simples afin de mettre en valeur le goût plutôt que le statut social. D'autres encore s'entendaient avec les couturiers pour qu'ils réalisent des coutures cachées permettant de modifier la silhouette sans enfreindre la loi. Ces petites astuces ont laissé des traces dans les registres comptables. On y trouve des formulations étranges telles que « robe avec éléments cachés » ou « doublure amovible si nécessaire ». La loi exigeait la modestie, mais la vie exigeait la flexibilité. C'est précisément à cette période que les fournisseurs les plus influents de la cour ont commencé à s'immiscer dans la formulation des nouvelles ordonnances. Ils n'agissaient pas ouvertement, mais leurs intérêts transparaissaient dans les détails. Interdire les tissus bon marché ressemblant à des tissus coûteux. Limiter l'accès aux colorants importés de l'étranger. Réserver certains modèles à la haute noblesse. Ce qu'on appelait la protection des mœurs est devenu un mécanisme privé du marché. La modestie vestimentaire est devenue un instrument de contrôle non pas sur les corps, mais sur ceux qui étaient autorisés à gagner leur vie et sur la façon dont ils pouvaient apparaître aux yeux du pouvoir. Dans les villes, des conflits éclataient de plus en plus souvent entre les artisans et les fonctionnaires, car les normes somptuaires
devenait trop complexe à respecter. Les tailleurs se plaignaient que chaque inspecteur interprétait les règles à sa manière. L'un jugeait inacceptable une certaine couleur, l'autre la largeur des manches, le troisième le nombre de plis au col. Pour les artisans, cela représentait un risque permanent. Une commande de robe grise pouvait donner lieu à une amende si un surveillant décidait que le tissu semblait trop riche. À cause de cela, les gens se tournaient de plus en plus souvent vers les tribunaux municipaux. Et les procès-verbaux ont commencé à mentionner des affaires où l'on discutait non pas du style lui-même, mais de l'arbitraire de celui qui évaluait le style. Voyant le mécontentement grandir, les autorités parisiennes ont tenté d'unifier le contrôle sous une seule formule, la modestie selon la classe sociale. Mais cette formule n'a fait qu'aggraver le chaos. Désormais, les inspecteurs devaient déterminer non pas la longueur de la traîne, mais dans quelle mesure une personne correspondait à sa place dans la société. Pour les artisans, cela devint un piège. Les vêtements devaient montrer la richesse pour attirer les clients, mais pas au point d'éveiller les soupçons. C'est alors que les tailleurs et les coiffeurs commencèrent à se regrouper en syndicats informels, essayant d'élaborer leur propre code de conduite pour se protéger des caprices des autorités. Cependant, le problème était plus profond. Des intérêts concurrents sont apparus au sein même du système de contrôle. Certains inspecteurs cherchaient à étendre leur pouvoir, d'autres tentaient de réduire la pression sur les villes afin d'éviter les troubles. Les fonctions décisionnelles commençaient à dépendre des ambitions personnelles et des relations de corruption. Plusieurs enquêtes ont révélé des cas où des inspecteurs déclaraient une patrouille interdite afin d'obtenir un pot de vin en échange de leur clémence. De tels incidents étaient rarement rendus publics, mais leurs traces sont visibles dans les livres comptables. Les revenus de certains surveillants augmentaient soudainement, tandis que les amendes augmentaient rapidement et de manière inégale. Parallèlement, l'irritation grandissait parmi les femmes, qui étaient les plus touchées par ces nouveaux contrôles. Elles avaient la responsabilité de représenter la maison par leur apparence, et c'étaient leurs vêtements qui faisaient le plus souvent l'objet d'inspection. Les journaux intimes et les lettres ont conservé les plaintes des femmes adultes, contraintes de cacher les finitions ou de commander différentes versions d'une même robe pour différentes sorties. Le système, proclamé au nom de la morale, transformait en fait la garde-robe féminine en un champ de risque bureaucratique. Une erreur dans le choix du tissu pouvait entraîner une humiliation publique et une sanction financière. À ce moment-là, les tailleurs et les fabricants de bijoux ont commencé à résister ouvertement. Ils ont présenté des pétitions collectives, exigeant que les normes soient formulées clairement et ne dépendent pas du regard de l'inspecteur. Leurs arguments ressemblaient à des accusations. Si le pouvoir punissait pour un tissu qu'il avait lui-même autorisé à acheter,
Cela signifiait que le problème ne résidait pas dans les mœurs, mais dans la volonté de maintenir les artisans dans un état de dépendance. Ces pétitions n'étaient pas toujours acceptées, mais elles exerçaient une pression qui obligeait l'administration royale à revoir les instructions données à ses surveillants. C'est à ce moment-là qu'un nouveau motif apparaît dans les documents. Les plaintes des villes, lassées du fait que le contrôle des vêtements détournait l'attention des gens des vrais problèmes. Les maladies, les impôts, la pénurie de pain. Les magistrats constatent que les inspecteurs se promènent dans les rues plus souvent que les percepteurs d'impôts. Une note indique qu'en un mois, il y a eu plus d'amendes pour tenues vestimentaires inappropriées que pour infraction aux règles commerciales. Cela révélait trop ouvertement les priorités des autorités. Le sentiment que le système des normes somptuaires s'était développé non pas pour maintenir l'ordre, mais pour servir ceux qui en vivaient, devenait de plus en plus fort. Et plus on parlait de protection des mœurs, plus il devenait évident que ce contrôle n'était pas fondé sur la morale, mais sur l'argent. Le coût du tissu, le nombre d'amendes, la part de l'inspecteur. Pour les adultes vivant au sein de cette machine, la modestie vestimentaire devenait un langage obligatoire de soumission et non une vertu. Au fil du temps, les plaintes accumulées ont commencé à modifier la structure même du contrôle. Le bureau recevait des pétitions des magistrats municipaux, des corporations d'artisans, de familles individuelles, et ces documents parlaient de moins en moins de morale et de plus en plus d'arbitraire. Les magistrats écrivaient au sujet d'artisans adultes qui se ruinaient à cause des amendes infligées pour les tissus achetés auprès des fournisseurs de la cour, de veuves qui perdaient leur dernière tenue parce que l'inspecteur jugeait superflus les rubans ou les ornements, de tailleurs qui refusaient de prendre des commandes pour ne pas prendre de risques. En réponse, l'administration royale a été contrainte de faire ce qu'elle n'avait pas prévu au départ: introduire des normes décrites non pas par des sermons, mais par des mesures. Des ordonnances plus détaillées ont été publiées, dans lesquelles on a finalement tenté de fixer des paramètres concrets: la longueur de la traîne, la largeur des manches, le type de col et le nombre autorisé de décorations en fonction de la classe sociale. D'autres limites s'appliquaient aux nobles, d'autres aux bourgeois, d'autres encore aux artisans. Tout cela s'accompagnait de tableaux de sanctions, où chaque infraction était assortie d'un montant à payer par le contrevenant et d'une part revenant à l'inspecteur. Les quelques listes qui ont été conservées montrent à quel point ces règles étaient mesquines. Des amendes distinctes étaient infligées pour un ornement supplémentaire sur le chapeau, pour un tissu jugé trop fin pour le statut social concerné, ou pour un col dont la hauteur dépassait la limite autorisée. Parallèlement, des procédures d'appel ont été mises en place. Les citadins et les artisans ont obtenu le droit formel de se plaindre des actions des inspecteurs auprès du conseil municipal ou d'une instance spéciale à la Cour.
Les procès-verbaux de ces procédures ont conservé des cas où les sanctions ont été jugées excessives, où l'inspecteur a été pris en flagrant délit d'abus de pouvoir ou de demande de pot de vin pour indulgence. Parfois, ces personnes étaient démises de leurs fonctions, parfois simplement mutées à un autre poste. Mais le fait même que des recours aient été introduits montrait que le système suscitait trop de mécontentement pour être laissé sans garde-fou. Il est révélateur que dans certaines villes, l'initiative venait non seulement des victimes, mais aussi des tailleurs eux-mêmes. Ils insistaient pour approuver, avec les représentants des autorités, des modèles de vêtements acceptables pour les différentes classes sociales. Les documents contiennent des descriptions de réunions où des maîtres artisans adultes discutaient avec des fonctionnaires de la largeur des manches, du nombre de plis, de la forme du col. Pour les tailleurs, il ne s'agissait pas seulement d'une question professionnelle, mais aussi d'un moyen de se protéger contre les accusations de corruption par le costume. Si le style était approuvé conjointement, il était plus difficile pour l'inspecteur de le déclarer illégal afin d'infliger une amende. Peu à peu, les ordonnances font moins souvent appel à freiner la débauche et mentionnent de plus en plus souvent le maintien de l'ordre et la distinction des classes. Dans la pratique, cela signifiait que le discours moral initial servait désormais de toile de fond et que l'essentiel se résumait à stabiliser les différences sociales visibles. Les tissus, les plumes, la hauteur du décolleté devenaient des marqueurs de rang et leur contrôle un instrument de gestion de la jalousie et des inquiétudes au sein de la société. Si un marchand n'avait pas le droit de porter ce qui était réservé à un noble, cela réduisait le risque que sa richesse soit perçue comme un défi ouvert. Dans le même temps, les autorités ont progressivement reconnu qu'une marge d'appréciation trop large détruisait le système lui-même. Dans les nouvelles instructions, il était prescrit aux inspecteurs de ne pas se fier à leur sens personnel des convenances, mais de s'appuyer sur des modèles et des listes approuvées. Il existe des mentions indiquant que des listes récapitulatives spéciales ont été créées à cette fin. Quels tissus et bijoux sont autorisés pour chaque classe sociale? Quels styles sont considérés comme acceptables? Il ne s'agit pas encore d'une norme technique moderne, mais déjà d'un pas en avant vers un ensemble de règles plus prévisibles. Pour les personnes vivant sous ce contrôle, les changements étaient à la fois perçus comme un soulagement et comme un rappel des limites. D'une part, il était désormais possible de savoir à l'avance quelle tenue ne poserait pas de problème, quelle décoration était acceptable lors d'un mariage ou d'une fête, où s'arrêtait l'affichage autorisé de la richesse. D'autre part, il est devenu évident que les vêtements avaient définitivement cessé d'être un simple choix personnel. Ils faisaient désormais partie d'un réseau administratif où chaque élément pouvait être interprété comme une déclaration de statut et par conséquent comme un motif d'intervention. Et pourtant, même dans cette machine bien huilée, il restait des failles.
les fêtes, les mascarades, les réunions privées à la cour devenaient régulièrement des zones de levée temporaire des restrictions, où les hommes et les femmes adultes se permettaient de sortir du cadre des ordonnances. Ces épisodes étaient rarement consignés dans les documents, mais les descriptions des fêtes de la cour en témoignent. Tissus complexes, finitions luxueuses, plumes, bijoux, dépassant clairement les normes. C'est ainsi que se manifestait une contradiction habituelle. Ceux qui créaient et soutenaient le système de modestie vestimentaire le violaient eux-mêmes de temps en temps de manière ostentatoire, montrant que pour eux, les règles restaient avant tout un instrument de contrôle des autres. Avec le temps, le mythe des lois somptuaires s'est ancré sous une forme commode. Le pouvoir luttait prétendument contre la débauche, sauvait la société de la décadence morale, empêchait les gens de sombrer dans le luxe excessif. Dans cette image, les fonctionnaires apparaissent comme les gardiens des mœurs et les sujets comme ceux qu'il faut protéger de leurs propres tentations. Mais les documents conservés dans les archives révèlent une vérité plus froide. Les ordonnances et les listes d'amendes montrent que l'attention principale n'était pas accordée à des péchés spécifiques, mais à la hiérarchie visible, au coût des tissus et à la répartition du droit d'afficher sa richesse. Les surveillants eux-mêmes, qui vivaient grâce à une partie des amendes, sont devenus des contrôleurs professionnels du statut social plutôt que des gardiens de la morale. Leur intérêt était de trouver des infractions et non de rendre la société plus modeste. Les fournisseurs de la cour utilisaient la peur des interdictions pour vendre la splendeur autorisée. Les tailleurs et les coiffeurs apprenaient à trouver un équilibre entre les commandes et les risques, tandis que les femmes devenaient des vitrines vivantes de la réputation familiale, sur lesquelles on testait de nouvelles formes de contrôle. La fin de cette histoire n'apporte aucun soulagement. Les lois somptuaires n'ont pas disparu avec les ordonnances individuelles. Elles se sont dissoutes dans l'habitude de lire le costume comme un document et le corps comme une surface sur laquelle marquer le rang. L'honneur par le col, la modestie par la longueur des manches, la décence par l'épaisseur du tissu, sont devenus le langage quotidien dans lequel le pouvoir s'adressait à ses sujets sans parole. Le mythe parlait de lutte contre la débauche. Les documents conservés dans les archives montrent autre chose. Un système à plusieurs niveaux de régulation du statut et de l'argent, où le tissu et les plumes étaient utilisés comme mesure de loyauté, et où la modestie vestimentaire était devenue une forme de soumission à laquelle il était presque impossible d'échapper.